Alors, rebonjour. Hein. Bonjour. Alors, Bernard, c'est ça? Frédéric, c'est pas loin. Pour moi, tu avais un nom composé. Frédéric, je m'en souviendrai. Mon cousin s'appelle Frédéric. Frédéric Mistral, un moyen mémotechnique. Et Patrick, bon, je m'en rappelle. Voilà, je voulais apporter une correction par rapport à ce que je t'ai dit la fois dernière. Mais il y avait tellement de bruit autour de moi la fois dernière que j'ai mélangé certaines informations. Alors, c'est vrai que la dette publique américaine, officiellement, est de 34 000 milliards de dollars. Le chiffre 34 et 12 zéros derrière. Il faut s'imaginer ce que ça représente. Alors, ce que je voulais dire, c'est que certains économistes affirment que si on rajoute la dette publique de 34 000 milliards de dollars à la dette privée, ménage, entreprise, ils estiment que la dette globale des États-Unis serait de 100 000 milliards de dollars, pas d'euros comme je t'ai dit la dernière fois. Hein. Donc on se demande si c'est tenable longtemps. Hein. Certains financiers annoncent pour bientôt un crack qui viendrait des États-Unis, mais bon, vous savez, hein, les Cassandres n'ont pas toujours raison, hein, ceux qui annoncent des catastrophes. Enfin, s'il y a un crack aux États-Unis, il y aura un crack en Europe tout de suite après. Hein. Voilà. Et puis bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, on a beaucoup parlé de la drogue hein, cette semaine, hein, suite à certaines affaires faits divers sanglants. Alors, moi j'ai regardé, et l'OFAS, c'est une agence nationale de lutte contre les trafiquants. Hein. Donc c'est une agence gouvernementale qui ne raconte pas de conneries. Hein. C'est pas comment ça s'appelle, des gens, des comploteurs, hein, complotistes. Il y aurait en France, dans la fourchette très large, 240 000 personnes qui vivraient du trafic de drogue, hein, directement ou indirectement, ou partiellement ou totalement. Donc 21 000 personnes qui vivraient à plein temps du trafic de drogue. Donc 240 000 personnes, d'après l'OFAS, qui est un institut gouvernemental, vivraient indirectement ou directement du trafic de drogue. Alors, pour qu'il y ait autant de monde qui vit du trafic de drogue, il faut qu'il y ait en face des millions de consommateurs. Hein. Alors pas forcément des consommateurs tous les jours, réguliers, ou de cocaïne ou d'héroïne, peut-être de cannabis, mais ça veut dire qu'en face, il y a des millions de Français qui consomment de la drogue. Et ça doit générer, vraisemblablement, on peut penser que ça doit générer des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est vraiment là dans le dur de l'économie, hein. Ça rentre dans l'économie de la France. Hein. C'est absolument dramatique, mais moi ça fait 10 ans, on me rit au nez, hein, mais ça fait 10 ans que je dis que le gouvernement demande aux flics de ne pas intervenir dans les cités, hein, où il y a du trafic de drogue, pour maintenir la paix sociale. Parce que les trafiquants de drogue, ils maintiennent la paix sociale dans les cités. Hein. Pour moi, ça fait 10 ans que les gouvernements, il n'y en a pas qu'un seul, les gouvernements demandent à la police, sauf opération de com ponctuelle, de ne pas intervenir dans les cités où il y a du trafic de drogue pour maintenir la paix sociale. Et maintenant, ça déborde. Hein. Ça déborde, mais c'est lié aussi à la politique immigratoire française, hein, où on a créé des cités ghettos aussi. Hein. Tout est lié. Hein. Voilà tout ce que j'avais à dire. Ah oui, puis dans le bouquin de la semaine dernière, j'ai un peu mélangé sur la Chine. Évidemment, quand je dis que la Chine doit craindre la concurrence économique de la Chine, non, c'est la Chine doit craindre la concurrence économique de l'Inde, hein, évidemment, hein, qui est la puissance montante en ce moment, qui est la seule puissance dans le monde actuellement où il y a une croissance forte et soutenue, à part les monarchies pétrolifères du Golfe. Hein, voilà. Mais comme je disais, le combat entre les États-Unis et la Chine, c'est un combat de titans. Hein. Qui va gagner, j'en sais rien. Mais nous, l'Europe, on est complètement exclus. Hein. On est complètement exclus. Comme je le cesse de le dire, quitte à lasser tout le monde, on a raté les 2 dernières révolutions technologiques, Internet et l'IA. Et tel que c'est parti, je pense qu'on est amené, si l'Europe dure, tout au long du 21e siècle, à rater toutes les révolutions technologiques importantes. Hein. L'Europe, c'est une assemblée de surendettés qui pètent plus que son cul. Surtout qui ne fabrique et produit plus grand-chose, à part des normes, des réglementations, des impôts, des charges, de la surveillance de la population. Pour l'instant, ça tient, hein. Tout le système tient. Il tient grâce à une dette pharaonique. Macron, c'est 1000 milliards d'euros de dette en plus depuis 2017. Il faut s'imaginer ce que ça représente. C'est pour ça que je dis qu'après les JO, d'une manière ou d'une autre, il faudra passer à la caisse. Hein. Donc pour l'instant, tout le système, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sortent, qui vont dans les restaurants, mais tout ne tient que grâce à une dette publique qui est hors norme et qu'on ne peut plus maîtriser à l'heure actuelle. Hein. Alors comment tout ça va terminer, je ne sais pas, mais c'est quand même très inquiétant. Et l'inflation, il ne faut pas trop dire de grandes généralités, surtout sur les fonctionnaires, sur les entreprises, sur les chômeurs, il y a beaucoup de choses à dire.
ça regroupe des réalités tout à fait différentes. Mais l'inflation, je pense qu'un tiers des Français n'est pas concerné par l'inflation, hein, parce que ce sont des rentiers, des privilégiés, des gens qui ont hérité de successions, voilà. Le deuxième tiers qui n'était pas concerné par l'inflation, des classes moyennes supérieures, qui pour l'instant n'étaient pas concernées par l'inflation, le sont. Et ça change tout. Hein. Quand on voit la cote de popularité de Macron qui soudain baisse beaucoup, c'est dû à ça. Que les classes moyennes supérieures qui font partie de son électorat, qui n'étaient pas concernées par l'inflation, le sont maintenant. Et il y a le troisième tiers, alors là, qui survit. Hein. Parce que contrairement à ce que disent nos grands médias, ils sont tout le temps en train de nous dire l'inflation baisse, l'inflation baisse, l'inflation baisse. Ben, c'est normal qu'elle baisse l'inflation, à cause de la récession, tout simplement. La récession, parce que nous sommes en récession en réalité, hein, fait baisser l'inflation. Hein. Mais l'inflation, les prix continuent à augmenter. L'inflation baisse, oui, à cause de la récession, mais les prix continuent à augmenter. Hein. On s'en rend bien compte quand on fait ses courses dans les grandes surfaces. Hein. Tous les matériaux, tout coûte beaucoup plus cher et ça n'arrête pas d'augmenter. Hein. Voilà. Donc voilà, il faut se méfier de tout ce que les grands médias disent. Hein. On a toujours été manipulé par les grands médias. Ça ne date pas d'il y a 10 ans ou de Macron, ça a toujours été. Hein. Pendant la guerre 14-18, les grands médias racontaient aux gens qu'on serait... la guerre a commencé en août 1914. La France était essentiellement paysanne à l'époque. C'était les moissons. On a raconté aux gens qu'ils seraient rentrés pour Noël. Ils y croyaient. Hein, qu'à l'époque, c'était les journaux qui bourraient le crâne des gens. Hein. On a parlé de bourrage de crâne. Hein. Les journaux bourraient Et au début de la guerre, le président de la République de l'époque, Raymond Poincaré, a convoqué tous les grands patrons de presse français pour leur dire qu'il fallait qu'ils soutiennent l'effort de guerre. Hein. Pas de propos défaitistes. Hein. Voilà. Dans les années 30, le fameux général Gamelin qui dirigeait les forces françaises, l'armée française, racontait à tout le monde que la France avait la meilleure armée du monde et qu'elle a été protégée par la ligne Maginot. On a vu la suite en 3 semaines de guerre, on a été défaite par l'armée allemande et ses blindés, hein, et son aviation. Hein. Voilà. On a toujours raconté, même moi, dans ma famille communiste, hein, on a quand même raconté aux gens que Staline c'était le bon petit père du peuple, hein, selon l'expression de l'époque, alors que c'était un boucher épouvantable, hein, avec ses pleurs successives. Hein. D'ailleurs, le plus grand boucher du XXIe siècle, les historiens le disent, c'est pas Staline ou Hitler, c'était des monstres, mais c'est Mao. C'est Mao le plus grand boucher du XXIe siècle. On estime son nombre de morts à l'échelle de la Chine, hein, à 70 millions de morts. Mao est le plus grand boucher de l'histoire de l'humanité, parce qu'il a, à cause de ses camps de redressement et surtout de ses politiques agraires qui ont affamé et tué des millions de paysans chinois. Alors, les morts de Mao, c'est que des Chinois, ça c'est sûr. Mais le plus grand boucher de l'histoire de l'humanité, c'est Mao Tse-tung. On estime à environ 70 millions de nombre de morts liés à la politique de répression de Mao et surtout à ces fameuses réformes agraires qui ont affamé des millions et des millions de paysans. Hein. Il a fait plus de morts que Staline et Hitler réunis. Hein. Voilà. Enfin, il est difficile en ce moment de s'attaquer à la Chine pour des raisons économiques que tout le monde peut comprendre. Hein. Voilà. Mais il faut essayer de penser par soi-même. Hein. C'est pas évident. Hein. En ce qui concerne les propos concernant l'inflation, il suffit de regarder son porte-monnaie quand on va directement en caisse. Non, mais ils nous disent dans les médias, ils gogolisent les gens. Ils nous disent l'inflation baisse, l'inflation baisse. Oui, c'est vrai qu'elle baisse, à cause de la récession d'ailleurs. Elle baisse, mais les prix continuent à augmenter. Hein. Puis c'est pas fini. Hein. C'est pas fini, hein. Parce qu'apparemment aux États-Unis, l'inflation elle reprend, d'après ce qu'on croit entendre en ce moment. Hein. Donc, non. C'est quand même. C'est vrai que les gens bougent pas. C'est étonnant, les gens bougent pas pour l'instant, hein, mais ça va devenir de plus en plus difficile pour beaucoup de Français hein, dans les années qui viennent. Hein. Et comment tu vois les perspectives de la monnaie euro? Bah oui, on en a parlé la dernière fois. Ouais. Mais c'est vrai que tu avais... Bah oui, c'est-à-dire, alors, est-ce qu'il fallait faire l'euro ou pas? Ça, alors là, j'ai pas d'opinion précise sur la question. Je comprends les gens qui voulaient faire l'euro. Hein. Par rapport à la mondialisation, à des empires comme l'Inde, comme la Chine ou les États-Unis, il fallait se grouper, hein, faire une monnaie commune, se grouper nos forces pour mieux résister face aux empires que sont les États-Unis et la Chine. C'est un raisonnement qui se tient, mais à mon avis, ça a été mal fait. Il fallait faire, comment dirais-je, un noyau dur de quelques pays du genre France, Belgique, Luxembourg, Allemagne, faire une harmonisation fiscale et sociale, voilà, et après, intégrer les autres pays européens après de sévères contrôles sur leurs finances publiques. Hein. Mais là, on a intégré beaucoup trop de pays disparates. Non. Et puis l'Europe s'est complètement désindustrialisée. Elle est dirigée par de hauts fonctionnaires qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, qui ne connaissent pas d'ailleurs le terrain.
Voilà, et donc on a une Europe qui est complètement désindustrialisée à l'heure actuelle, hein, parce qu'on a délocalisé en Asie, là où les coûts de production sont beaucoup moins chers, avec très peu de normes sociales ou environnementales. On a un ensemble de pays complètement disparates, sans gaz, sans pétrole, désindustrialisés. Alors là, quel est l'avenir de l'Europe? Est-ce que l'Europe va tenir le coup, hein? On a beaucoup parlé de rumeurs comme quoi Mario Draghi pourrait revenir pour sauver l'Europe, selon le terme qui a été utilisé, l'ancien directeur de la BCE, hein, mais pour une politique dure. Hein. Parce que celle qui est en place à l'heure actuelle, Ursula, je ne sais pas comment, elle a quand même des grosses affaires de corruption derrière elle en Allemagne. Hein. Quand elle était ministre de la Défense, elle a de grosses affaires de corruption au fait, cette femme. Hein. Et puis à ce moment, il y a des tas de milliards qui disparaissent au niveau de la Commission européenne par rapport à l'affaire ukrainienne. Il y a des tas de milliards qui disparaissent, on ne sait pas dans quelle poche ils sont tombés. Hein. Voilà. Pour l'instant, sauf à ce qu'il y ait une nouvelle politique rapide en Europe, mais bon, sans doute douloureuse, de remettre un peu les points sur les i, de repartir sur une nouvelle base, de faire un ensemble mieux intégré socialement et fiscalement, essayer de réindustrialiser l'Europe, alléger un peu toute cette pression de réglementation qui saoule tout le monde, de normes, qui saoule tout le monde complètement, qui démotive tout le monde. Voilà. Il faudrait donc repartir sur une nouvelle base. Mais maintenant, attention, hein, c'est pas rose non plus hors d'euro. Hein. Les États-Unis, comme je l'ai dit, même s'ils ont des atouts incroyables, sont archi endettés. La Chine est en fort ralentissement économique, hein, dû à sa démographie, c'est un pays qui vieillit. Et tous les pays qui vieillissent dans le monde, c'est des pays où il n'y a pas ou plus de croissance, à cause de sa corruption en Chine, à cause de la concurrence de l'Inde, qui est la grande puissance montante. Donc, la Chine, même si ça reste un titan par rapport à l'Europe, a des difficultés. Les États-Unis ont des difficultés aussi, à cause de leur endettement pharaonique, on ne sait pas ce que ça va devenir, à cause aussi de l'espérance de vie qui recule aux États-Unis. Hein. Attention, je l'avais dit la dernière fois, à cause de la drogue et de la malbouffe. Hein. Voilà, donc l'Europe est en crise grave, mais il ne faut pas croire que c'est drôle aussi ailleurs en ce moment. Il ne faut pas manipuler les gens. Hein. Alors j'entends des gens qui disent qu'il faut partir de l'euro. Il faut quitter l'euro, il faut aller vivre ailleurs. Alors là... attention, parce qu'en France, ça se dégrade à tous les niveaux. Hein. À tous les niveaux, les finances publiques, l'éducation nationale, la justice, les hôpitaux publics, ça se dégrade énormément, la France. Mais attention, on a encore un état social en France. Hein. Là, je le vois avec ma mère, qui est une personne âgée et dépendante, on a des aides sociales. On est encore un pays avec des aides sociales. Il y a beaucoup de pays dans le monde, il n'y a pas d'aide sociale. Hein. Moi, j'ai un ami israélien qui m'a dit, bon, en Israël, ça n'existe pas, l'état social comme en France. Hein. On est quand même un des rares pays qui a un état social. Donc, avant de partir en France, de la France pour aller vivre à l'étranger, il faut quand même faire attention. Je pense qu'il faut être jeune pour quitter la France. Attention aux barrières de la langue. Attention au climat aussi, ça a l'air idiot ce que je dis, mais il y a beaucoup de pays dans le monde où le climat peut être chaud, très chaud, ou chaud et humide, pour pouvoir le supporter. Donc, avant de quitter la France, il faut quand même bien réfléchir, parce qu'il ne faut pas croire, même si l'Europe est en crise, même si la France est gravement plantée, hein, Macron, c'est 1000 milliards d'euros de dette en plus depuis 2017, avec pas de croissance en face. Hein. Même si c'est pas rose en France et en Europe, il ne faut pas croire qu'ailleurs non plus, que ce soit rose. Hein. Voilà. Moi, je suis très franc dans tout ce que je dis. Hein. Je ne manipule pas les gens, moi. Comme disait Barre disait, je ne suis pas un marchand d'illusions. Il parlait du programme commun de la gauche où il y avait beaucoup de promesses intenables à l'époque. Moi, c'est pareil. Hein. J'ai beau voter à gauche, j'ai beau être un homme de gauche, je ne suis pas un marchand d'illusions. Je ne raconte pas des illusions et des bobards aux gens. Il ne faut pas croire qu'ailleurs, en dehors de la France et de l'euro, ce soit rose non plus. Hein. Voilà. C'est pas rose, c'est pas rose. Voilà, après ça fait ce que j'avais à dire. Là, je pars demain une semaine en vacances dans le Loiret, chez un ami dans le Loiret. Alors le Loiret, c'est pas la région parisienne. Hein. L'immobilier ne vaut rien du tout. Hein. Pour le prix de mon 2 pièces en banlieue est, je peux m'acheter une superbe baraque dans le Loiret. Hein. Dans le Loiret, comme je dis, c'est charmant. Hein. 130 km de Paris, en 2 heures de voiture, on y est, en évitant les bouchons. Dans le Loiret, l'immobilier vaut rien. Pourquoi? Parce que pour les jeunes, il n'y a pas de boulot, et pour les vieux, il n'y a pas de médecin. Hein. Voilà. Donc, je vais partir une semaine de vacances dans le Loiret, chez un ami retraité. Voilà, je vais me détendre un petit peu, voilà, me promener. Mais bon, pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier, là-bas, tu peux t'acheter une super baraque pour pas cher, hein, dans le Loiret. Et c'est charmant, le Loiret. Hein. Voilà, c'est un peu ravitaillé par les corbeaux où habite mon pote, mais bon, c'est charmant, voilà. Il faut se changer les idées un peu. Faut pas être tout le temps à être dans le syndicalisme, la politique, l'affrontement. Il faut aussi se changer un peu les idées, parce que
sinon c'est démoralisant hein, quand même. L'actualité est démoralisante. Voilà. Merci à toi. Merci bien Frédéric. Merci.